Bonsoir à tous, jeudi 20 septembre, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. La nouvelle a été officialisée hier soir, il y aura bien une élection municipale partielle à Coignères. Après la démission du maire et le désistement de 3 autres élus, le conseil municipal était incomplet. La date du 25 novembre est avancée pour le scrutin et au moins 3 listes pourraient être candidates. C'est en ce moment la 17e semaine européenne de la mobilité. Elle vise à promouvoir les bonnes pratiques de transport. Cette année encore, Saint-Quentin-en-Yvelines s'est associé à l'opération. Un forum d'information aux entreprises s'est tenu ce matin dans les locaux d'Airbus à Elancourt. Et puis cet événement se tient à quelques jours des journées nationales de lutte contre la mucoviscidose. La Virade des Rois est au programme dimanche à Saint-Germain-en-Laye. Un rendez-vous sportif et caritatif au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Nous recevons son organisateur Franck Berger. Le sport en fait également dans ce journal avec des animations ce week-end à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On en parle avec notre deuxième invité dans ce journal, Vincent Couteau. Coignères connaîtra donc de nouvelles élections municipales, un scrutin partiel inévitable après la démission du maire et d'une partie des conseillers. Depuis quelques mois, la situation dans la commune était devenue intenable. Les précisions de Wilfried Richy. C'est un conseil municipal incomplet qui s'est réuni mercredi soir à Coignères. Après la démission du maire et de 3 autres conseillers, seuls 25 des 27 sièges étaient pourvus. Face à cette situation, le préfet a décidé de convoquer une élection partielle intégrale. La commune de Coignères va se représenter devant les électeurs. Ce que je trouve très démocratique, c'est aux Coignériens de voir l'équipe qu'elle veut avoir pour gouverner cette ville. Dominique Catelin qui sera selon toute vraisemblance tête de liste lors du scrutin. La date du 25 novembre est avancée. En attendant, le conseil municipal se chargera, comme le veut la loi, de gérer les affaires courantes. Lors de la campagne, la voix du deuxième adjoint du maire, démissionnaire, avec qui il était rentré en conflit, devrait se faire entendre. Je vais essayer de réunir surtout l'équivalent d'une 30aine de personnes et les faire intervenir et agir vraiment pour qu'elles soient motivées, pour qu'elles choisissent elles-mêmes les têtes de liste. Je ne suis pas pour le culte de la personnalité en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais été, donc voilà. Par contre, si c'est choisi effectivement en toute conscience et en toute liberté par un groupe, ma foi, à mes yeux, ça a une valeur morale plus importante. Et puis, candidat a déjà déclaré Didier Fischer, l'opposant socialiste qui en 2014 avait totalisé 43% des suffrages. Ça paraît être la meilleure des solutions à l'heure actuelle, compte tenu des divisions de majorité, compte tenu du fait que de toute façon on n'était plus en mesure de gérer correctement cette ville. Bientôt on allait avoir le budget complémentaire à voter. Ce budget complémentaire n'aurait pas pu être voté. À partir de ce moment-là, nous aurions été dans une situation de blocage et c'est préjudiciable aux Coignériens et à la ville d'une manière générale. Reste à savoir si une fois élu, le nouveau conseil pourra mettre les rancœurs de côté, d'autant que les dossiers importants ne manquent pas, et notamment celui d'une participation à la création d'une piscine intercommunale avec Morpa et Elancourt. Dans l'actualité du jour, Activity et l'école de la deuxième chance des Yvelines ont signé une convention ce jeudi, un engagement financier de l'agence d'insertion du département à hauteur de 200 000 € pour 2018. Ce partenariat a pour but de favoriser l'insertion des jeunes issus des quartiers prioritaires. De son côté, l'école de la deuxième chance, déjà implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines, va ouvrir un nouvel établissement à Chanteloup-les-Vignes et développer de nouveaux projets. Écoutez ses propos au micro de Nicolas Dandry. Concrètement, aujourd'hui, les projets qu'on va faire émerger pour l'école de la deuxième chance avec le département, ça va être des boutiques écoles, par exemple. Donc une boutique qu'on va prendre dans un projet pédagogique où les jeunes vont tout gérer de A à Z, l'accueil, la caisse, la vente, les produits qu'on va vendre dans la boutique. En fin de compte, c'est faire pour de vrai, pour leur donner le goût de travailler sur les métiers de la vente. Pour Activity, nous, il était essentiel qu'on signe une convention avec l'école de la seconde chance. Parce qu'il nous manquait un partenaire en direction des jeunes. On souhaite signer cette convention avec un objectif qui soit d'environ 400 jeunes par an accompagnés. C'est en ce moment la semaine européenne de la mobilité. Pour l'occasion, Saint-Quentin-en-Yvelines organise depuis lundi des forums d'information dans les entreprises du territoire. Aux côtés de ses partenaires, aujourd'hui, ils étaient au site d'Airbus Defence and Space à Elancourt. Sur place, Isabelle Karaïskos. Saint-Quentin-en-Yvelines, première communauté d'agglomération à avoir approuvé son plan local de déplacement révisé.
Dans ce contexte, la Semaine européenne de la mobilité était l'occasion pour l'agglomération d'animer des forums d'innovation au sein des entreprises du territoire tout au long de la semaine. L'intérêt de ce type d'initiative en entreprise est de venir au contact des usagers salariés. Typiquement, cette année, on a mis en place un nouveau service, le service de la vélostation à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et l'idée, c'est de venir présenter le service aux salariés en leur montrant, pour ceux qui viennent par exemple en train, la possibilité de faire le dernier kilomètre en vélo. Pour Airbus Defence and Space, dont un des sites est implanté à Elancourt, cette mise en place est née notamment de la volonté de 6 entreprises du territoire de créer un plan de déplacement inter-entreprises. Nous cherchons à développer les moyens de transport alternatifs pour 2 raisons. La première, c'est baisser le nombre de voitures sur le site. La deuxième, c'est de toucher une population que l'on recherche, qui sont les passionnés d'informatique, très citadins, qui n'aiment pas la voiture. Des citadins qui refusent de plus en plus la voiture au profit de solutions innovantes de transport partagé, comme le covoiturage ou le vélo, services qui sont d'autant d'alternatives à la voiture individuelle, complémentaires des transports publics. En fait, pour venir le matin, je dois faire 45 minutes de bus. Donc je me suis dit qu'effectivement, une location de vélo, ça pourrait justement simplifier mes déplacements. Les nombreux partenaires de l'événement, comme la SNCF, Ourtoul ou Vélostation, sont au rendez-vous de ces forums de la mobilité en entreprise. Les travaux de réaménagement avaient débuté en février dernier. Hier mercredi, le nouveau square de Rohan a été inauguré à Maurepas, un ensemble de 2185 mètres carrés dans le quartier de la Marnière, avec désormais 2 aires de jeu, un sentier de promenade et des appareils de remise en forme pour les seniors. Cette réhabilitation intervient après celle du square du Beaufortin, réalisée l'an passé. Et prochainement, c'est le square de Ré qui sera modernisé en centre-ville. C'est un événement à la fois sportif et caritatif. Ce dimanche, le domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye accueille la Virate des Rois. C'est un rendez-vous au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. On en parle avec vous, Franck Berger. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'association Vaincre la mucoviscidose, organisateur de cette Virate des Rois. Alors cet événement se déroule dans le cadre d'une opération nationale de votre association qui s'appelle les Virates de l'Espoir. 350 rendez-vous qui sont organisés partout en France. Quel est le concept et quels sont les objectifs de cette opération? Alors les Virates de l'Espoir, c'est très important pour l'association Vaincre la mucoviscidose puisque c'est l'événement national qui a lieu tous les ans. Le dernier week-end de septembre. Il a lieu à Saint-Germain-en-Laye le dimanche 23 septembre, donc une semaine avant, pour cause de Ryder Cup. Je crois que vous êtes bien placé pour effectivement être... On en parle dans le journal. Voilà, c'est un vrai sujet. Et donc, on a avancé d'une semaine par rapport... donc, finalement, on lance les virades au niveau national une semaine avant. Mais les virades de l'espoir, c'est extrêmement important puisque, en fait, on recueille plus de 50% en fait, du budget au niveau national, un peu plus de 5 millions d'euros. Grâce à la générosité du public qu'on attire sur les Virades de l'Espoir. Donc c'est un événement primordial pour financer les actions de l'association, financer la recherche aussi? Exactement, il y a 350 Virades en France et on attire effectivement le grand public pour donner son souffle contre la mucoviscidose et surtout donner son souffle pour ceux qui en manquent. C'est le cas en fait des patients et des malades atteints de mucoviscidose. Donc cette Virate de l'Espoir à Saint-Germain-en-Laye lancera ce cycle national qui se déroulera donc le week-end d'après. Alors dans les Yvelines, ça porte le nom de Virate des Rois. On imagine c'est un hommage, un clin d'œil en tout cas au passé royal de Saint-Germain-en-Laye. C'était une résidence royale pendant de nombreuses années. Oui, c'est la 19e édition à Saint-Germain-en-Laye et effectivement c'est un clin d'œil et c'est que pour Saint-Germain-en-Laye d'ailleurs. C'est la Virate des Rois, Virate de l'Espoir pour vaincre la mucoviscidose, donc à Saint-Germain-en-Laye, et c'est effectivement un clin d'œil puisque c'est le berceau en fait de la naissance de Louis XIV. Voilà. Alors pour nos téléspectateurs, refaisons un point sur ce qu'est la mucoviscidose et combien de personnes elle concerne en France. Alors la mucoviscidose est une maladie en fait génétique, c'est une maladie qui reste rare, même si c'est la plus courante en France. Elle atteint aujourd'hui 7000 patients. On a dépassé un peu plus de 50% d'adultes, ça veut dire qu'on progresse aussi dans la lutte contre la mucoviscidose, mais c'est une maladie qui a pour conséquence l'épaississement du mucus et donc l'encombrement des bronches, les infections pulmonaires, la perte en fait de capacité respiratoire. Ça atteint aussi l'appareil digestif, donc c'est une maladie qui ne se voit pas, mais qui est extrêmement contraignante et avec beaucoup de traitements tous les jours, avec beaucoup de médicaments, avec des séances de kinésie et de traitement contre ces infections-là. Vous l'avez dit, on progresse sur cette maladie. Où en est la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des traitements pour mieux vivre avec cette maladie? On a vu en 2015 le premier traitement contre la cause de la mucoviscidose. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mucoviscidoses, il n'y en a pas qu'une.
Donc c'est un traitement qui est destiné à trop peu de malades encore. Donc même si l'espérance de vie augmente, elle était de 7 ans en 1965. Elle est aujourd'hui d'un peu plus de 40 ans pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Mais la moyenne, malheureusement, des gens qui partent atteints de mucoviscidose est inférieure encore à 30 ans. Donc vous voyez que le chemin est encore long et donc on a besoin de la générosité du public. On a besoin des dons. Et on a besoin que vous veniez nous voir en fait sur les Virades de l'Espoir au niveau national et à Saint-Germain-en-Laye le dimanche 23 septembre. Justement, dans ce combat, quel est le rôle de l'association Vaincre la mucoviscidose ? Alors, on a plusieurs missions. La première mission, vous l'avez compris, c'est lutter contre la maladie sur le plan de la recherche. Donc là, on est les premiers financeurs en fait de la recherche en France. On mobilise 3 millions d'euros tous les ans pour des appels à projets. C'est aussi soigner les malades, c'est-à-dire que tous ces malades-là sont suivis en centre de compétences et de recherche en mucoviscidose. Dans le 78, nous avons la chance d'avoir l'hôpital Mignot à Versailles, qui est vraiment proche des malades. Et puis, c'est aussi accompagner et améliorer la qualité de vie des patients. Donc, vous voyez, c'est des missions qui demandent beaucoup de moyens. Encore une fois, on est pratiquement les seuls financeurs de la recherche et du soutien aux malades en France. Donc on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin de beaucoup de dons, on a besoin de beaucoup de générosité du public. Revenons aux Virades des Rois pour terminer cet entretien. Quel est le programme de la journée ? C'est un programme à la fois sportif, caritatif pour cette journée. Et festif. Et voilà. festif, bien sûr. Donc on déroge pas à la règle. La Virade de l'Espoir, c'est aussi donner son souffle. Donc le matin, des courses, donc 5 km et 10 km, et une marche de 2,5 km. Donc vous voyez que là, on attire un petit peu les sportifs, les familles, donc c'est vraiment fait pour tout le monde. On enchaîne avec un pique-nique géant. Le domaine national de Saint-Germain nous autorise cette journée-là à pique-niquer sur l'herbe. Et puis ensuite, on propose des baptêmes en voiture ancienne, des baptêmes en Harley-Davidson avec le Paris West Chapter qui est à Rocheval. Et puis on enchaîne avec des concerts dans le cadre de l'Estival, donc le festival de musique de Saint-Germain-en-Laye, avec un premier concert qui aura lieu de 14h à 15h qui s'appelle Seconde Nation et qui est un spectacle de musique acadienne. Et puis on enchaînera avec le groupe Rockincher de 15h à 16h30 autour de New Country, donc de la pop et de la country. Gros programme pour terminer, question plus pratique. Est-ce qu'il reste encore des places pour participer à cette virade et si oui, comment participer justement ? Alors, oui, complètement. Les inscriptions sont encore ouvertes. Le 10 km, les inscriptions sont fermées parce que c'est chronométré, il y a un certificat médical qui était demandé. Mais pour le 5 km et les marches, vous vous présentez à 9h dans le parc du château et vous inscrivez sur place et on vous accueillera évidemment avec plaisir. Un mot rapide, on peut vous souhaiter quoi ? Du monde, du soleil pour... Du monde, du soleil et effectivement beaucoup de dons. Et on peut retrouver toutes les informations sur cet événement sur le site internet de la Virade des Rois qui s'affiche. Merci Franck Berger d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle secrétaire général adjoint de l'association Vaincre la mucoviscidose et vous êtes l'organisateur de cette 19e Virade des Rois. La Coupe du Monde de golf se rapproche. Top départ mardi prochain à Saint-Quentin en Yvelines. La fièvre de la Ryder Cup a également touché l'UVSQ. L'université a organisé hier, mercredi et aujourd'hui la Youngers Cup, une compétition opposant des étudiants français et étrangers. Reportage de Mickaël Elmidoro. Des polos rouges et bleus sur un parcours de golf. Ce mercredi 19 septembre, l'esprit de la Ryder Cup s'est emparé du golf Isabella de Plaisir à l'occasion de la première édition de la Youngers Cup. Le concept, la compétition oppose des étudiants français et étrangers. Un rendez-vous imaginé et organisé par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour monter une opération de telle envergure, il fallait que j'ai à la fois des relais au niveau des étudiants français, donc j'ai sollicité les professeurs des universités franciliennes. Et du côté étranger, dans un premier temps, j'ai essayé d'avoir des relais auprès des écoles britanniques et américaines de la région parisienne. Au total, 14 joueurs, 8 Français et 6 étrangers ont répondu présents pour ce rendez-vous. Je trouve que l'idée est super cool de faire une compétition juste avant la Ryder Cup pour avoir le feeling de... Ouais, j'aime bien. Ça permet de vivre un peu mieux la Ryder Cup, un peu plus ensemble et voilà, c'est génial. Parmi les étudiants, on retrouvait notamment la fille de la légende du golf français Jean Van de Velde, joueur sur la Ryder Cup en 1999. Étant franco-suisse, Alexandra a enfilé le temps d'une journée le polo des États-Unis et non pas de l'Europe comme son père. Ça me fait un peu bizarre, je pense que mon père va pas être très content, mais voilà.
C'est comme ça. Après les matchs, la journée s'est terminée au Clubhouse par un quiz sur la Ryder Cup. Les deux équipes ont dû se creuser les méninges pour répondre à une dizaine de questions de culture générale sur la compétition. Dans la mesure où cet événement est porté par l'université, il fallait qu'il y ait une petite connotation donc, culturelle. Et voilà, donc on a essayé de mêler culture et sport. La compétition s'est clôturée ce jeudi 20 septembre au Golfe de Jardy à Vaucresson. Une deuxième édition pourrait être organisée dans 2 ans lors d'une prochaine Ryder Cup. Suite et fin de la découverte du parcours de cette Ryder Cup 2018 que nous vous proposions toute cette semaine. Dernier focus sur le trou numéro 18 où les joueurs termineront leur partie devant plus de 20 000 spectateurs. Les présentations de ce trou par le directeur adjoint du Golf National, Philippe Pilato. On est sur le dernier trou du parcours de l'Albatros, qui s'appelle la Foule. Pourquoi ? Parce que habituellement, dernier trou, il y a toujours quand même beaucoup de monde qui suit les dernières parties. Donc là, c'est un par 4 qui est un des trous les plus difficiles de par sa moyenne de score à l'Open de France qu'on peut trouver sur le circuit européen. C'est un long par 4 qui fait 431 mètres, où là, encore une fois, la mise en jeu va être primordiale. Pourquoi ? Parce qu'on a encore de l'obstacle d'eau, cette fois-ci sur la partie gauche du fairway, et on a également sur la partie droite des bunkers qu'on ne voit pas du départ, mis à part celui qui est à l'extrémité droite, et qui attendent qu'une seule chose, c'est de recevoir les balles de façon à rendre l'attaque de green injouable, ou alors si le joueur prend des risques assez conséquents et qui peut avoir des conséquences assez dramatiques pour l'issue d'un match. Donc là, le deuxième coup, une fois que le joueur a mis la balle ici sur la mise en jeu, le deuxième coup n'est pas donné. Il y a toujours le vent qui pousse un peu légèrement contre sur ce trou-là, assez régulièrement, donc qui rallonge quand même le trou. Et surtout, l'obstacle d'eau qui est devant avec le green qui fuit un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le green est beaucoup plus étroit sur la partie droite. Ce qui veut dire qu'un coup qui ne sera pas forcément bien touché, un club pas forcément bien choisi, avec le vent qui pousse à droite, avec une balle qui sera peut-être pas forcément touchée formidablement bien, le coup sera quand même pénalisé avec l'obstacle d'eau devant. Ce green du trou numéro 18 est un green très compliqué à jouer. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas joué une attaque de green proche du drapeau, avec toutes les pentes qu'on peut y trouver, on peut facilement prendre un 3, voire plus de 3 putts sur ce green-là. Pas oublier certains joueurs, encore une fois en relation avec l'Open de France, qui ont perdu des tournois ici tout simplement parce que trop loin du drapeau, parce que pas assez attentifs sur les pentes et ils se sont retrouvés dans des positions de finir les tournois où à un moment donné ils étaient vraiment beaucoup trop loin du trou pour le gagner. Donc là maintenant ce qu'il faut c'est attendre avec impatience les joueurs les meilleurs joueurs mondiaux, les 24 meilleurs mondiaux qui vont venir à la fin du mois. Battre le fer pour gagner ce trophée magique qu'est la Ryder Cup sur ce magnifique parcours qui est le parcours de l'Albatros. Ce week-end, c'est la fête du sport, un événement national qui aura lieu notamment à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines samedi et dimanche. C'est de 13h à 18h. Pour en parler, Vincent Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle événementiel et communication à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, un événement national. Donc, quels sont les objectifs de la fête du sport ? Alors là, c'est vraiment la première édition de cette fête du sport. L'objectif national, il est triple. C'est vraiment amener les Français à pratiquer une activité physique régulière et donc se rapprocher aussi du mouvement sportif pour pratiquer de façon encadrée et donc de la meilleure des façons. C'est aussi rendre hommage aux bénévoles, aux dizaines de milliers de bénévoles qui permettent aujourd'hui que le mouvement sportif puisse vivre et que ce genre d'action puisse tenir aussi justement. Et puis du coup, c'est mettre en avant aussi d'autres activités plus originales. Donc ça, c'est un peu le credo qu'on a choisi nous sur l'île de loisirs. On va présenter le programme juste après. Il sera d'ailleurs possible sur cet événement de faire un bilan de sa condition physique, c'est ça ? Tout à fait, avec les tests Forme Plus. C'est le comité régional Sport pour tous qui, en partenariat avec la fédération d'athlétisme, met en place ces tests. Donc ça consiste en une batterie de 5 ou 6 tests accessibles, je vous rassure, sur la force, la souplesse, l'endurance. Et donc on mouline tout ça dans une machine informatiquement. Et donc ça donne vraiment, ça situe un peu le niveau physique, la forme physique de la personne.
Et le but, c'est pas de juger évidemment, mais c'est au contraire de conseiller sur la pratique sportive, la bonne pratique sportive liée à la condition physique de la personne. Alors sur le programme, vous le disiez, samedi et dimanche, c'est tout un village d'activités sportives qui sera proposé à l'île de loisirs, des activités estivales et aussi innovantes, un peu insolites qu'on pourra pratiquer sur place. Oui, tout à fait. Il y a des activités comme le coxibola, par exemple. Qu'est-ce que c'est le coxibola ? Le coxibola, le principe, c'est on joue un peu comme au badminton, donc 2 contre 2 avec un filet au milieu. Et on a un mini trampoline de main, un petit carré de tissu qu'on va tendre pour faire partir la balle en hauteur et donc l'envoyer dans le camp adverse. D'accord. Donc c'est vraiment sympa. On a différentes techniques en plus à appréhender avec le moniteur qui sera présent sur place. Quel autre genre d'activité ? Il y aura des balades encadrées en ski à roulettes. Voilà, donc sur l'île de loisirs, au bord de l'étang, ça va être sympa aussi. Et puis on a d'autres activités comme du yoga qu'on a peu l'occasion finalement de voir sur l'île de loisirs en tout cas, de l'escalade, du badminton, du rugby, etc. Est-ce qu'il y aura le vélo smoothie ? J'ai entendu parler de cet outil qui permet de faire du sport tout en faisant un smoothie, donc on profite après de sa séance de sport. Exactement, là vraiment l'adage après l'effort, le réconfort a toute sa place. Donc le principe c'est de pédaler pour faire tourner le mixeur et puis et boire un bon cocktail de fruits et légumes frais. Ces activités, elles sont gratuites ? Entièrement gratuites. On a voulu promouvoir encore plus cette fête du sport en mettant en place la gratuité des accès, donc des accès véhicules pour tout le monde, jusqu'à 18h parce que c'est la fin des activités. Il y aura aussi le golf Blue Green qui s'associe aussi à l'événement, qui est présent sur l'île de loisirs, qui proposera des initiations golf, c'est ça ? Complètement, donc c'est sur inscription. Donc je vous conseille d'aller voir sur le site de Blue Green ou celui de l'île de loisirs. Et donc le golf Blue Green s'associe à la fête du sport, mais aussi le Sky Équitation avec la fête nationale du cheval et les petits jeux de la placette multijeux qui proposent 50% de réduction sur l'achat des jetons. Donc vraiment toute l'île de loisirs vous accueillera pour la fête du sport. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les bénévoles du monde sportif. Est-ce qu'ils seront présents ? Est-ce qu'il y aura des clubs sportifs, des bénévoles sportifs présents ? Oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment une politique de l'île de loisirs depuis de nombreuses années maintenant. C'est s'appuyer sur le mouvement sportif local. Alors, quand je dis local, c'est Saint-Quentinois, mais aussi yvelinois et francilien, puisqu'on rayonne plus largement que sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, on s'appuie par exemple sur le comité départemental de rugby qui va venir avec des clubs, sur le comité régional sport pour tous, sur le comité départemental de badminton. Et on a invité aussi d'autres bénévoles comme la SPTT qui pendant 10 ans a organisé plusieurs événements chez nous. Et donc on les a invités aussi à profiter de cet événement ce week-end-là. Merci Vincent Couteau pour ces précisions. Merci à vous. Responsable du pôle événementiel et communication à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La fête du sport, c'est samedi et dimanche. Toutes les informations, le programme complet à retrouver sur le site de l'île de loisirs. Et pour plus d'idées sorties loisirs ce week-end, je vous invite à regarder l'émission 7-8 loisirs. C'est juste après ce journal. Avant de vous laisser le portrait de la semaine, plasticienne et sculptrice Valérie Loiseau cherche avant tout à exprimer ses émotions avec le matériau le plus adapté, une expression qui prend forme avec l'estampe, le livre d'artiste ou encore la sculpture. Installée en Vallée de Chevreuse, elle vient de participer aux Journées du patrimoine, rencontre signée Jules Colly. Comment partager sa propre perception de la nature par l'art ? Voilà la question que s'est posée l'artiste ménilloise Valérie Loiseau pour le projet Aux artistes le patrimoine du PNR de la Vallée de Chevreuse. C'est avec une installation nommée Polyphonie chromatique qui prendra place à la ferme de Borin qu'elle tente d'y répondre. Quand ce projet d'art et patrimoine a été proposé, j'ai perçu ça comme un signe. Habitant juste à côté et qui avait la ferme qui était juste à côté, travaillant sur le thème des champs, puisque ça fait 2 ans que dans mon processus de travail, la couleur apparaît. Je me suis proposé pour ce projet, j'ai rédigé donc un dossier qui explicitait l'idée de départ. Le principe, c'était d'essayer de faire percevoir à la fois la tonalité des champs, toute la variété que peuvent prendre les couleurs et les graphismes champêtres, mais en même temps comment une architecture rurale qui n'a pas, entre guillemets, un but esthétique, a sa propre harmonie esthétique. Une ferme, elle est d'abord construite pour sa nécessité, son principe d'existence, et pas pour sa beauté comme un château où on cherche plus à une esthétique, une harmonie, un équilibre. Là, l'équilibre est dans sa fonctionnalité. Suite à une grande période d'observation de cet espace à différentes saisons, Valérie a choisi de mettre en place 16 grandes gravures peintes sur les ouvertures de la ferme.
Une technique mûrement réfléchie pour proposer une double lecture à cette œuvre. Le principe du projet, c'est que la vision va être à deux possibilités. On va voir les grandes peintures et les grandes gravures de la route, donc à une centaine de mètres. Donc là, on n'aura que des monochromes de couleurs, et plus on va s'approcher de la ferme et des murs, et là, plus on va rentrer dans le graphisme de la gravure, et on va apercevoir les subtilités des motifs. Quand je suis dans les champs, j'éprouve des émotions, des sensations, autant par la lumière que par la couleur. Du coup, j'essaie de voir comment je peux faire remonter la sensation. La gravure, pour ça, permet cet effet-là. Puisqu'on superpose les images, on peut légèrement les décaler quand on refait une réimpression par-dessus. On obtient du coup un effet vibratoire qui se rapproche un peu de la réalité. C'est aussi de pouvoir échanger à un moment donné entre la perception du paysage que j'ai et la perception du paysage que les gens en ont. Une perception à partager gratuitement du 15 septembre au 9 octobre au Ménil-Saint-Denis. L'occasion de redécouvrir à travers la gravure les variations de couleurs des champs au cours des saisons. C'est la fin de cette édition. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec le 7-8 l'hebdo présenté par Nicolas Dandry. Et nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau journal. Belle soirée avec TV78.